Et on va enchaîner avec le langage des oiseaux, mon cher Lucas. Oui. Je vais attendre que notre ami là-haut lance juste mon PDF, ma diapositive. Juste avant, je vais me présenter. Donc, mon prénom c'est Lucas, mon pseudo sur internet c'est Lyokoi, L-Y-O-K-O-I, et vous pouvez me trouver sur les projets Wikipédia, Wiktionnaire et tout ça, où je suis un gros contributeur de Wiktionnaire, c'est pour ça que je vous fais une conférence ce soir. Mais je suis aussi un petit youtubeur, donc j'ai une chaîne où j'explique un peu l'histoire des mots, aussi l'histoire des caractères, pourquoi certaines lettres dans le français ont des circonflexes, des trémas et tout ça. Et je fais aussi sur cette chaîne des lives où je contribue en direct sur le Wiktionnaire pour expliquer aux gens comment on peut étudier la langue française en tant qu'amateur et donc comment on peut améliorer un projet wiki, qui est un projet phare de Wikipédia, de manière assez simple, avec de l'interactivité, tout ça. Donc voilà. C'est des vidéos ou c'est un PDF? Il y a un PDF et il y a des vidéos. Et tu peux lancer la vidéo 1 si tu veux. Et si tu la trouves. C'est pas grave pour le PDF. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Quel est ce chef-d'œuvre? C'est Hitman le Cobra. Et en fait, c'est juste pour illustrer que la langue des oiseaux, c'est aussi une langue avec des noms d'oiseaux. C'était facile, mais je voulais absolument la faire. Donc tu peux lancer le PDF. Ça s'appelle comment le tien? La langue des oiseaux. Oui, bon. Donc ce que je vais faire sur cette langue des oiseaux, en attendant qu'il trouve le PDF, c'est... on va d'abord la définir en elle-même. Donc la langue des oiseaux est assez liée à l'alchimie, donc vous avez pu voir une conférence juste avant. Et donc la langue des oiseaux est un outil de l'alchimie au début, et on va voir qu'en fait les gens l'utilisent de manière... Enfin, il y a des gens qui se prétendent alchimistes qui l'utilisent encore, et il y a des gens qui vont l'utiliser de manière un peu plus large, sans trop de limites. Et j'aimerais bien que le PDF... Ouais, en fait, je ne trouve pas ton PDF. Parce qu'il l'a pris. J'ai mon sac qui est là. Voilà. Je vais faire des blagues maintenant. Pour repasser l'extrait, si tu veux. Ça va plus. Il est pas là. C'est long. Oui. Comment en France Non mais vous l'avez encore la clé, elle est sur l'ordinateur. J'en ai une là-haut, je regarde si c'est ça. Ouais, tu dois avoir apéro sceptique dedans. Elle est noire. Mais c'est bon, c'est la seule que j'ai pas récupérée. Ah bah voilà. Du coup, si tu peux le mettre en grand écran, ça sera pas mal. La langue des oiseaux, quand les rébus vont trop loin. Nous allons donc voir F11. Bravo. Nous allons donc voir. Moi, j'ai aucun moyen de passer les diapos là. Je lui fais signe donc. Diapo d'après. Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu as envoyé la vidéo numéro 2. Donc là, on va avoir une définition par un vrai alchimiste qui se prétend. Voilà, la langue des oiseaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cabale euphonique, parce que c'est à l'audition que l'on peut, grâce à la langue française,
comprendre le sens véritable des mots et aussi des lettres, puisque c'est grâce à ce double entendement des lettres et des mots qui est possible par la langue française, que l'on peut dire que c'est une langue sacrée, comme l'hébreu, comme le sanskrit, etc. Donc, vous avez bien compris, c'est une langue sacrée. Donc, je vais un peu résumer en fait le contenu de ce qu'il a dit. Il a appelé ça la cabale euphonique. Donc c'est un peu compliqué, si tu peux remettre la diapo d'après. On y est presque, hein. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Donc c'est une langue sacrée. Là c'est un premier alchimiste, quelqu'un qui se prétend vraiment alchimiste et qui va, 2, 3, voilà. Et normalement j'ai un fond blanc, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous lire. Donc la première définition qu'on a de la langue des oiseaux, c'est qu'on joue avec la phonétique, d'où la cabale euphonique. Alors la cabale, je vais remettre ça dans le contexte, à la base c'est de l'ésotérisme adapté à l'hébreu. C'est-à-dire les gens essayent de voir un message caché dans la langue hébraïque. Et du coup, ils essayent de faire la même chose avec le français. Bon, dans tous les cas, ça n'a jamais marché, mais on va voir ce qu'ils font avec. Du coup, ils jouent avec la phonétique, on joue avec les lettres. Donc voilà, sans prendre en compte le mot, on joue avec les lettres. On joue avec les mots aussi, donc là on va plutôt plus prendre en compte les mots. L'important c'est de trouver le sens caché des mots, parce qu'il y a forcément un sens caché. Et la langue française est une langue sacrée. Bon alors ça je ne vais pas essayer de dire oui, non, parce que c'est rien scientifique. Mais apparemment elle est aussi sacrée que l'hébreu et le grec. Donc il y a à peu près 7000 autres langues sur Terre. Désolé les gens qui parlent d'autres langues, mais c'est pas une langue sacrée. Il fallait faire parler français et tout. On va passer à la diapo d'après. Et ça donne quoi en application? Parce que là, on va essayer de vraiment faire une application de ce qu'il dit. Donc, diapo d'après. Le sens des mots, donc il est parti... non, alors reviens. Là, tu vas me faire la troisième vidéo. Donc là, le gars qu'on a vu, enfin qu'on a entendu, on va le voir, il va nous parler de ce qu'il va faire. En fait, il va vraiment nous faire des exemples. C'est un peu long et concentrez-vous, à la toute fin de la vidéo, il va dire un truc très intéressant. Mais il faut regarder toute la vidéo, hein. Oui, je vous l'avais dit lors d'une interview sur une autre web TV, je vous avais dit il serait peut-être intéressant d'expliquer l'alchimie uniquement par les lettres et par la langue des oiseaux. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que tout le monde est en train de répéter tous ces textes alchimiques avec un manque de rigueur souvent absolument incroyable. Dernièrement, j'entendais la materia prima, la matière, l'âme, L''A, comme si materia prima ou matière n'étaient pas des mots séparés de cet article, comme lépreux. Je parlais de la lèpre, les métaux lépreux, ça c'est textuellement dans tous les textes alchimiques. Et voilà quelqu'un qui dit lépreux comme lépreux chevalier. Mais écoutez, prenez un dictionnaire ou une simple réflexion de simple rigueur intellectuelle. On ne va pas mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Autrement, on peut jouer avec les mots, comme on a entendu, mais ça c'est depuis une éternité, je pense depuis presque le début, on a lancé cette langue des oiseaux. Alors il y a quelqu'un qui a dit maladie, et c'est le mal qui a dit quelque chose. Mais si c'était mal qui a dit quelque chose, le dit s'écrirait D-I-T et non pas avec un E, alors que par la langue des oiseaux, et ça c'est une réponse à certains qui m'ont écrit depuis la dernière vidéo, tout est dans le I et dans le E et dans le O, ce qui est pareil, on verra peut-être tout à l'heure. Mal a dit, c'est par rapport à ce qui sort du I qui se manifeste en E. Ce que les chrétiens ou d'autres ont pris par le mot die, c'est tout ce qui est divin, ce qui vient du I, ce qui vient de votre axe. Et quand il y a une maladie, c'est parce que vous n'êtes plus dans la manifestation directe, c'est le cas de le dire encore, des trois possibilités de manifestation de l'être humain sur la terre, dit donc il y a, voilà. Pourquoi? C'est pas pour pinailler que je dis ça, c'est parce que si vous dites le mal a dit, mais il a dit quoi? Quand vous avez un rhume, il a dit quoi?
Alors que si vous traduisez par la langue des oiseaux et la phonétique, mal a dit, tu n'es pas dans la manifestation directe, juste de ton axe. Alors là, ça se comprend, il y a une rectification, comme on voit maintenant sur tous les forums, déjà commence par rectifier ta nourriture. Hein, il est évident que peut-être, comme disent certains, si vous mangez trop de fromage, il est évident qu'il y a le mucus, mais ça on le dit depuis une éternité, qui veut sortir, et donc vous êtes enrhumé, etc., etc. Hein, donc un peu de rigueur, un peu de rigueur. Un peu de rigueur, hein, s'il vous plaît, ne mangez pas trop de fromage cet hiver, vous allez avoir un rhume, du mucus qui ressort, j'adore sa chemise. J'adore sa chemise. Alors du coup, on peut passer à la diapo d'après. Ce qui est absolument génial, c'est que le maladie, il demande de la rigueur, et puis à côté, bon, c'est très drôle. Donc, le sens des mots vient du sens des lettres, mais il n'analyse que des IE. Et c'est pas les seules lettres du mot, en fait, c'est un peu un problème. Il y a aussi deux A, un M et un L, et donc en fait son analyse elle est partielle. Donc, diapo d'après, moi je suis allé chercher le vrai sens des mots, parce qu'il y a sur le site qui est en bas là, qui s'appelle langue-d-oiseau.fr, et puis il y a la signification de toutes les lettres alchimiques. Et donc, il y a aussi deux A qui peuvent dire mettre en valeur le silence, l'œil, la direction, commencer, initier et l'enfant. Donc on peut essayer de chercher de ce côté-là, mais en fait, il y a aussi un L avec s'envoler, aller vers, le sacrifice, voir autrement, attaché ou la grossesse. Et il y a un M avec l'amour, couper, la destruction, les émotions, la transformation et le refus. Et donc je pense que maladie, en fait, c'est divin, mais il y a aussi le côté de... C'est un double silence d'une grossesse qui a été coupée. On peut faire avec plein d'autres trucs, hein. Ça peut être la mise en valeur d'un envol vers la transformation. Divin, parce qu'il y a des lieux à la fin. Alors, on va analyser le reste du mot, parce que là, on est uniquement sur les lettres. S'il te plaît, deuxième nouvelle diapo. Donc, maladie, en haut, c'est une prononciation. Maladie, il n'analyse que le son dit, en fait. Donc, le problème d'analyser que le son dit, ça permet de lier le mot avec le mot Dieu, avec le mot divin, avec le mot direct. Et c'est pour expliquer qu'il faut se réaxer, se rectifier. Mais il y a un autre problème. Est-ce que ça concerne toutes les maladies ? Parce que c'est très large. Hein. Pour un rhume, je peux comprendre, mais pour quelqu'un qui a un bras en moins à cause de la polio, il fait comment ? Un peu gênant quand même. Donc on va passer à la diapo d'après. Et en fait, il n'analyse que le dit. Moi, je veux analyser malade. Parce que, voilà, c'est aussi dans le mot. Donc il manque 2 syllabes quand même. Et est-ce que c'est juste le mot direct Dieu, divin ? On fait quoi des 963 000 autres mots qui commencent par dit ? Ça fait beaucoup quand même. C'est un peu dur d'analyser, de dire oui c'est juste ça. Enfin, il passe, il fait un 9 millième de l'analyse lexicale de ce qu'on peut faire avec dit en fait. C'est un peu léger. Hein. Donc on voit déjà que la méthodologie en fait elle est très bancale. C'est ce que disaient nos amis avant, c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Ils vont choper une cerise, la mettre dans le panier, et puis comme ça, et puis ils prennent ce qui les intéresse dans les mots. C'est avec les méthodes qu'ils veulent. Là avec la maladie, ils font lien avec direct, divin, rectification et tout ça, mais en fait ils le font systématiquement avec tous les mots. C'est assez accablant. On va passer à la diapo d'après. Alors, qu'est-ce qu'en dit la science, elle, de son côté ? Donc, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle l'arbitraire du signe. L'arbitraire du signe, un signe, une lettre, c'est quelque chose d'arbitraire. C'est quelque chose qu'on a démontré, c'est Saussure a démontré ça au début du XXe siècle, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la forme de la lettre et la lettre en elle-même et le son dans la langue, et le sens qu'il peut porter. On a, je vais quand même à peine nuancer ça, grâce à au phonosymbolisme, on a montré que dans des systèmes linguistiques, donc concrètement une langue ou une variété d'une langue, on peut avoir quelques sens qui sont associés à un son. Je prends l'exemple du A en français, qui à la fin des mots fait en sorte que le mot est souvent utilisé au féminin. Je prends l'exemple du et, E de TE, qui féminise
quasiment tous les mots, mais il y a des exceptions. Et en fait, malgré le fait qu'il y a un phonosymbolisme, c'est une voie générale, il y a toujours des exceptions. Donc voilà, c'est vraiment pas à prendre comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas affirmer vraiment quelque chose parce qu'on change le système. Le son A, il est commun à quasiment toutes les langues sur Terre. Enfin, tu me corrigeras. Mais voilà, quasiment toutes les langues sur Terre. Et du coup, il y a énormément de langues où il n'est pas du tout associé au féminin. Surtout pas en fin de mot. Si ça se trouve, ça va être en début de mot. Si ça se trouve, ça va être totalement un autre genre parce qu'il n'y a pas forcément que deux genres dans une langue. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement, comment dire, varié en fait, c'est pas du tout solide. Voilà. Donc ça, l'arbitraire de film, c'est aussi valable pour le mot en lui-même, qui est un assemblage de sons. L'orthographe, c'est encore autre chose. On va voir avec l'étymologie plus tard, là dans la présentation, pour voir un peu ce que l'étymologie veut dire. Mais c'est, encore une fois, la forme d'un mot ne dépend pas forcément de son sens. C'est même extrêmement rare qu'on crée un mot, qu'une suite de sons corresponde au sens du mot. Il cherchait derrière tout ça une signification, un sens, c'est appliquer une grille de lecture qui n'est absolument pas scientifique, parce que souvent, on ne peut pas la renouveler. Vous voyez, en fait, on n'applique qu'à des cas qui sont, je dirais, exceptionnels, c'est ce qu'on a vu, maladie, et encore en tant que ça, on va l'appliquer qu'à une partie du mot. Encore heureux qu'il n'a pas fait anticonstitutionnellement, hein, parce que sinon, il avait énormément de syllabes auxquelles il passait à côté. On va s'amuser un peu. Diapo d'après, voilà. Donc, je vais vous passer une vidéo d'un autre personnage que vous connaissez très bien, qui lui aussi s'amuse avec les langues des oiseaux. Mais, plusieurs choses. Ça va être une guerre. On va faire une petite course, un petit jeu. Vous allez me dire combien d'erreurs il va dire dans les... C'est à peu près 50 secondes de vidéo. Donc ça va être tendu. Avant toute chose, il va parler un moment de ces langues-là. Je précise parce qu'il en parle vraiment bien avant et j'avais pas envie de vous mettre 10 minutes de sa conférence, vous serez mort. Moi, ça va tuer 3 fois. Donc ces langues-là, il va parler du grec et de l'hébreu. Donc ça va vous aider pour trouver notamment une erreur. Et du coup, on va pouvoir la mettre, s'il te plaît. C'est parti. Attention. Je reviens sur le mot géant. Ça veut dire, s'il y a la racine G dedans, ça veut dire qu'il est sur Terre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est originaire de la Terre. Sinon, son nom commencerait par soit H, soit T dans ces langues-là. Donc ça veut dire venu sur Terre. Et un, ça veut dire il y a très longtemps. On voit que l'étymologie, quand même, sert à ce genre de... Mais en plus, c'est l'anagramme en français, puisque le français, c'est la langue franche, du mot ange. Géant et ange, c'est la même chose. Et le prénom qui correspond à cette grande taille, c'est Jean, qui devrait se lire J-E-A-N, géant. Ces choses-là, qui sont déconsidérées parce que rien n'est fait correctement dans la science moderne, ne permettent pas d'appréhender comme il convient ce genre de problème. Alors, combien d'erreurs avez-vous? 0. 6? Ah, pas mal. Qui d'autre? 8? Plus? Moins? Moins? 7? 8 aussi? Bon, j'avoue qu'il y en avait 2-3, c'était pas simple, il y en a 10. Donc, est-ce que tu peux me passer la diapo d'après? Alors, voici les 10 erreurs que fait notre cher Jacques. La racine G, qui veut dire venu sur Terre. Première erreur. Deuxième erreur, c'est dans ces langues-là, soit H, soit T. Deuxième erreur. On a parlé du grec et de l'hébreu. La racine an, qui veut dire il y a très longtemps. Troisième erreur. La quatrième erreur, c'est l'étymologie sert à faire dire ils sont venus sur Terre il y a très longtemps au mot. Quatrième erreur. Donc la langue française, c'est la langue franche. Cinquième erreur. L'anagramme de géant, c'est ange. Sixième erreur. Géant et ange, c'est la même chose. Septième erreur. Jean, le prénom, ça veut dire grande taille. Encore une erreur. Jean devrait se prononcer géant. 9e erreur.
déconsidéré car la science moderne ne fait pas le boulot correctement. 10e erreur. On est vernis, hein. Et en fait, toute sa conférence est là-dessus. Hein. Je peux vous dire que moi, au bout d'1 heure et demie, j'ai arrêté. J'ai failli mourir en fait parce qu'il débite comme ça toutes les secondes un truc et je vais prendre 50 secondes, ça me suffira. On va passer à la diapo d'après parce que qu'est-ce que dit vraiment la science? En fait, l'étymologie du mot géant est un petit peu compliquée. Géant vient du mot jaillant, qui est un mot français qui lui-même vient d'un mot occitan, donc c'est la langue du sud de la France, enfin, ancien occitan, parce qu'on est déjà au 9e siècle à peu près. Et donc jaillant, en français on fait le jeu, en sud, en occitan on fait le gueux, et donc jaillant ça vient de gaillant. Gaillant lui-même vient du latin gagantem, gagantem qui est les géants, parce que c'est un mot qui à la base était pluriel, et du coup gagantem a donné gaillantem, et c'est pour ça qu'on a noté gaillante, qui a donné après géant. Ce même mot gagantem vient de gagas en latin, qui est un latin vulgaire qui vient du grec gigas, donc qui est gigantesque, ça donne le mot gigantesque en français, giga, gigantesque, voilà. Donc ce mot vient de là. On n'a pas du tout la racine gay de la terre, on a la racine gig, indo-européenne, qui est la grandeur, la taille. C'est pas du tout lié avec ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, le son en à la fin du mot, c'est uniquement une fin de mot latine qui n'a aucun son puisque c'est une déclinaison. Donc, c'est chercher des sens là où il n'y a rien du tout. Deuxième mot, deuxième gros problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de T ou de H en hébreu ou en grec en fait, puisqu'ils utilisent un alphabet qui n'a rien à voir. L'alphabet hébreu c'est 22, 21 lettres, le grec c'est à peine plus, et c'est d'autres lettres qui ne sont pas des lettres en français. C'est pas la même chose que les lettres latines. Elles n'ont pas le même son, elles n'ont pas le même sens, elles ne sont pas utilisées pour la même manière, pour la même chose dans les mots. Donc on ne peut pas les comparer comme ça en disant il n'y avait pas de T, de H en hébreu, en grec, mais il n'y avait pas de A, B, C, D, E, F, G, H non plus. Il y avait les 26 lettres de l'alphabet, ils n'y étaient pas. C'est pas la même chose. On ne peut pas les comparer comme ça. C'est pas du tout le même système, en fait, qu'on va comparer. L'étymologie sert à expliquer l'histoire d'un mot. Elle explique pourquoi aujourd'hui tel mot est écrit comme ça. Ce que je vous ai fait avec géant, c'est uniquement l'histoire morphologique. C'est l'histoire de la forme du mot. Je ne vous ai pas du tout expliqué, à part en vous disant qu'à la base il était pluriel, je ne vous ai pas du tout expliqué la sémantique qu'il y a derrière. Puisque à la base, géant, gigas, ça ne désigne uniquement que le peuple des géants, qui était un peuple mythologique, et qui s'est étendu par comparaison à des personnes de grande taille. Et déjà on a un glissement sémantique qu'il faut qu'on prouve, qu'on a découvert au fur et à mesure des textes qui ont été analysés. Donc on va partir d'analyses qui sont plus poussées, on fait de la statistique là-dessus, on va voir un certain nombre de choses. La langue des Francs, la langue franche, c'est pas la langue des Francs, hein. La langue des Francs c'est le francique. L'ancien francique, puisque c'était une langue allemande, enfin allemande, pré-allemande, et aujourd'hui on a d'autres franciques qui sont des langues qui sont, elles pour le coup, issues du moyen allemand, qui sont parlées en Moselle et en Alsace, mais c'est pas du tout la langue franche. Enfin, le mot franche vient de franc, mais pas du tout pour la même manière. On n'a pas du tout le même arbre de sémantique, pour le coup. Le sens n'a pas lié, on ne lit pas le français avec franc de la même manière que le lien direct qu'il a fait. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, les anagrammes de géant. Il a oublié un C, hein. C'est quand même dommage. C'est quand même particulièrement dommage de ne pas savoir l'écrire, parce que pour le coup, c'est pas du tout ange. Pour le coup, il y en a plein d'autres des anagrammes. C'est agent, tange, étang, gante. Qu'est-ce que j'ai après? Géna, ganté, la ville de Géna, Tanger et Tange, une autre ville. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et là, c'est un peu dommage quand même, c'était assez gros. J'espère, parce qu'il était devant un public, j'espère que les gens l'ont repéré, parce que sinon, c'est un peu dommage. Enfin, je vais finir avec le prénom Jean. Il y a peut-être des gens parmi vous qui s'appellent comme ça, ou que vous connaissez. En fait, Jean, ça vient du latin Johannes. Donc c'est pas du tout géant, hein. La vraie prononciation c'est Johannes. Et le Jo est devenu je. Et en ancien français on disait Jehan. Il y a une BD qui s'appelle Jehan et Pierre-Louis, notamment qui ont donné les Schtroumpfs après. Mais c'est vraiment je, et c'est pas G. Et ce je de Jean, en fait, le E est resté.
pour garder le son J du J, parce que sinon ça donnait gant. Voilà. Donc c'est devenu plus qu'un indice, je dirais, orthographique, et aujourd'hui on ne le prononce plus du tout comme géant, et à la base c'est Johannes. Johannes, du latin, qui lui-même vient de l'hébreu, et qui veut dire, parce que j'ai mis la signification, Dieu accorde. Beaucoup de noms latins sont sur Dieu élu, Dieu élu de Dieu, Dieu accorde, Dieu fait, Dieu choisit. Et du coup, Johannes, c'est ça. En fait, c'est le son Jo, qui en hébreu, en fait, c'est le diminutif de Yahvé ou Jéhovah. Voilà, c'est un diminutif du nom de Dieu, en fait, et qu'on retrouve dans ce prénom-là. Donc, tout de suite, on a un sens qui est très différent de ce qu'il peut affirmer. Et on voit qu'il a distordu la réalité pour lui faire dire ce qu'il voulait. Et en fait, la langue des oiseaux, notamment chez Grimaud, mais chez les autres c'est le cas aussi, vraiment, c'est de faire dire n'importe quoi, n'importe quoi. Donc on peut faire dire ce qu'on veut à un texte, en fait. C'est assez sympathique. Est-ce que tu peux me passer la diapo d'après? Alors, voilà. Donc je vais finir sur une petite présentation de ce qu'est réellement la science sur l'origine des mots et l'étymologie. Je vais vous le détailler de manière un peu plus précise. Donc l'étymologie, c'est pas que quand on tombe sur le Robert, par exemple, qui est un dictionnaire qui est assez mauvais pour l'étymologie, malgré le fait que la racine en elle-même, elle peut être juste, mais il ne fait pas de l'étymologie, il vous donne juste une racine latine ou une racine, on va dire francique ou germanique, mais il est très très succinct et il ne va pas assez loin. L'étymologie d'un mot, c'est l'histoire morphologique, comme je vous ai expliqué, l'histoire de la forme, mais c'est aussi l'histoire phonétique, parce que les mots changent avec les sons, et les sons changent avec l'histoire de la langue, avec les peuples et tout ça, et ça de manière, je dirais, arbitraire, encore une fois. C'est quelqu'un qui va prononcer un mot, les autres gens vont trouver ça cool, donc ils vont changer la prononciation, et ça va se répandre, et c'est vraiment de cette manière-là que ça se fait. L'histoire sémantique, donc le sens des mots, un mot va prendre plusieurs sens, il va en perdre d'autres. Aujourd'hui, si je vous dis une accommodation, c'est un mot peut-être un peu rare, mais vous allez penser à l'accommodation visuelle, le fait que on va regarder le plus ou moins loin, c'est l'œil. On va penser peut-être à l'accommodation psychologique, le fait de se mettre mieux, de se mettre plus à l'aise, tout ça. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'accommodation, c'était un prêt qu'on faisait à un ami et qui était sans intérêt. Donc le sens a complètement changé, il a vraiment évolué, et c'est pareil pour à peu près tous les mots de français. Je prends la comète, l'astre, l'objet céleste qui se déplace dans le ciel, vraiment cométès, le mot comète vient du latin cométès qui veut dire chevelu, parce qu'elle a une chevelure dans le ciel, mais ça vient du mot grec chevelu qui était, c'est un astre comme une planète, ça se déplace et c'est chevelu. Aujourd'hui le sens de cheveux, on l'a plus du tout dans le mot comète. On dit, oh regarde une comète, bien sûr on parle toujours de la chevelure de la comète, mais ça encore c'est des gens qui sont un peu, qui ont fait un peu d'astronomie, pardon. Et du coup cette notion de cheveux, quand on dit le mot comète, elle a totalement disparu. Et tant mieux, c'est normal, ça fait partie de l'histoire de la langue. Alors, il y a un autre truc à faire avec l'étymologie, c'est que quand on fait de l'étymologie avec l'histoire des mots, il est très important de connaître les sources les plus récentes. Et je vais vous donner un exemple. Avec le mot travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'origine du mot travail en disant que ça vient du mot tripalium, qui est un instrument de torture sur lequel qui était de 3 pales, sur lequel on mettait les chevaux, et puis après on aurait mis les femmes pour accoucher, et du coup le sens de travail serait originellement une torture. En fait, c'est faux. On a prouvé depuis 2008, avec une mise à jour de cette analyse en 2012, que ça vient du mot travée. La travée en bois qui traverse les plafonds. Et ça, la science l'a affirmé, elle a pu faire de recherches dessus, mais aujourd'hui, le mot tripalium, on le retrouve sur Internet, les politiciens l'utilisent en disant « Oui, regardez, le travail, c'est originellement une torture », alors qu'en fait, non. Qu'on défende aujourd'hui le travail, que ce ne soit pas une torture et tout ça, aucun problème. Mais par contre, qu'on ne dise pas que ça vient du mot tripalium, puisqu'aujourd'hui on a démontré que ça vient de la travée, et c'est pour le coup, je vais vous expliquer l'étymologie. L'étymologie du travail, ça vient d'un système de mots, d'un groupe de mots, qui veulent tous désigner le travail, ou l'œuvre, l'ouvrage, et qui viennent tous du vocabulaire du bois, dont la travée. Vous avez les rames, on rame quand on travaille. Vous avez le boulot, ça vient du mot boulot.
on a un certain nombre de vocabulaires comme ça, qui sont issus en fait du bois. Et on a montré que le travail ne faisait pas exception, que c'était la travée avec en fait un suffixe qui était très moyenâgeux. Donc si on s'intéresse dans le dictionnaire, dans le Robert par exemple, il ne va pas du tout mettre à jour ça en fait. Et il y a beaucoup de dictionnaires aujourd'hui qui ne sont pas du tout à jour sur ce genre d'étymologie. On dit travailler le bois. Oui, on dit travailler le bois parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, la notion sémantique a disparu. Aujourd'hui, quand je dis ah ben c'est un travail, je pense plus du tout au bois, donc en fait tu peux le réappliquer au bois, mais c'est pas pour le coup c'est pas lié. Non, c'est pas lié. Donc voilà, même si l'origine est liée, on ne peut pas trouver un sens comme ça. Ah ouais, travailler le bois, c'est ça. Là, tu vas faire la langue des oiseaux. Et du coup, en dernière chose, c'est l'étymologie ne permet pas d'exprimer des notions du passé à travers les mots actuels. Je veux dire aujourd'hui que les mots anciens avaient des sens anciens, certains ont perduré parce que la notion a perduré, mais si la notion désignait la chose désignée par le mot n'a pas perduré, ce mot a perdu ce sens. Et il ne faut pas expliquer des choses du passé avec des mots actuels en disant « Regardez, aujourd'hui on dit ça, ça veut dire que dans le passé on faisait ça ». Vous faites une énorme erreur. On va passer à la diapo d'après. Je vais vous montrer, pour conclure ça parce qu'au final je parle très vite, donc vous allez avoir le temps de poser plein de questions. La vraie langue des oiseaux, celle qui est parlée par un oiseau absolument magnifique. S'il te plaît, dernière vidéo. Derrière ce plumage se cache un oiseau au ramage le plus spectaculaire qui soit. L'oiseau lyre possède le don étonnant de reproduire avec précision les sons qui l'entourent. Son organe vocal est le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs. Il copie entre autres le chant d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. L'imitation est telle que même le kookaburra, le martin pêcheur géant d'Australie au chant si compliqué, lui répond. Depuis quelque temps, l'oiseau lyre imite de nouveaux bruits qui ont envahi son environnement. Un appareil photo, différents modèles, une alarme de voiture, l'oiseau lyre semble avoir de nouveaux voisins envahissants. Son territoire est grignoté chaque jour par l'activité humaine. Ces chants amusants pourraient bien résonner comme un cri d'alarme. C'est vraiment l'oiseau qui fait ces bruits de tronçonneuse et d'appareil photo. Alors, pour dire, c'est l'oiseau lyre, L-Y-R-E. Et vous trouvez plusieurs vidéos sur internet où il fait des bruits assez incroyables, il imite des singes, il imite des trucs. Donc, pour le coup, c'est la langue des oiseaux, quand on dit la langue des oiseaux, et que moi je vois l'oiseau lyre, en fait, l'oiseau lyre peut absolument imiter tout, donc il peut dire tout, et du coup, la langue des oiseaux peut tout dire. Voilà. C'était donc ma conclusion. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci. Il n'est pas branché. Je pense qu'il est juste pas... Que pensent les gens qui pratiquent la langue des oiseaux comme Grimaud de la réforme de l'orthographe? Je pense que, à l'instar du reste de la recherche étymologique, comme ils font du cherry picking, qui vont chercher comme ça l'info qui les arrange, ils peuvent prendre une orthographe post-90 en la faisant dire ce qu'ils veulent, et prendre une orthographe pré-90 en le faisant dire ce qu'ils veulent, au gré de ce qu'ils veulent faire dire en fait à un mot. Je pense pas qu'ils ont vraiment un point de vue là-dessus, parce qu'ils ont aucune expertise en fait. Donc ils peuvent vouloir la défendre ou pas en fonction où ça va les correspondre à leurs idées ou pas en fait. Si ça les sert, ils vont dire ah ouais moi je suis pour, et si ça les dessert, ils vont dire je suis contre.
Mais au final, je pense que vu que la réforme, enfin la rectification orthographique de 90 n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir d'écrire avec l'ancienne ou la nouvelle orthographe, ça ne fait que rajouter des lettres en plus dans les mots ou les enlever, et donc avoir des orthographes alternatives, et donc ça fait plus de mots dans lesquels tu peux piocher et faire ce que tu veux. Donc honnêtement, je pense pas qu'ils soient absolument contre, hein, par exemple. Hein. Bah alors, oh, attends. On discutait tout à l'heure en aparté, mais t'as pas fini de m'expliquer, et c'est vraiment une question qui... Je suis désolé. Parce que moi, ça m'évoque beaucoup les enseignements que je reçois à la fac dès que ça se rapproche un peu de la psychanalyse. Donc on parlait de Lacan tout à l'heure, et donc les psychanalystes ils font souvent ce genre de truc. Oui, tu vois, dans ce mot, il y a tel et tel sens, donc ça veut dire la maladie, ça c'est typiquement un truc de psychanalyste. Regarde, c'est ton corps qui parle. Ouais, mais peu importe. Donc ma question, est-ce que Lacan par exemple ou d'autres psychanalystes se réclamaient du langage des oiseaux, ou est-ce que c'est deux choses très différentes et des personnes qui sont arrivées par des chemins différents à une même... Non, je pense que c'est lié. Dans mes recherches, alors j'ai pas fait les diapos parce que je suis pas très sûr de ce que j'ai trouvé. Dans mes recherches, le mot langue des oiseaux apparaît en 1926 d'après un auteur dont on n'a pas trop d'identité, il s'appelle Fulcanelli. Et du coup, ce type sort la langue des oiseaux, mais lui, il fait l'analyse symbolique des cathédrales. Analyse qui existe depuis 1850 par des archéologues ésotériques complètement romantiques du 19e siècle. Il pose ça en disant que c'est la langue des oiseaux, puisqu'on peut le lire derrière et tout, mais en fait, réellement, la langue des oiseaux utilisée aujourd'hui date des années 70-80, en plein New Age. Et du coup, plusieurs personnes qui utilisent et qui présentent, qui font des trucs avec la langue des oiseaux, se réclament de Lacan et de Jung, qui sont de cette période-là, et qui ont dû faire des recherches dans ce domaine-là, puisque c'est vraiment à cette période-là où ça explose. Alors, je dis que ça explose parce que quand je fais une recherche sur langue des oiseaux sur Google Livres, les livres d'avant, à part celui de Fulcanelli, tous les autres parlent de la langue anatomique des oiseaux, et c'est que des traités anatomiques de zoologie, et qu'à partir de 70, on n'a plus ces traités-là, et on n'a plus que des mecs qui parlent de la langue des oiseaux, alchimique et tout ça. 70-80, ça explose, il y a un petit creux vers les années 2000, puis ça revient là, cette décennie. Et voilà, donc je pense qu'on peut dire qu'ils sont liés. Que l'idée de chercher des sens cachés dans les mots, c'est pas typique à l'alchimie, que ça a depuis 40 ans pris de l'ampleur, mais c'est pas non plus, c'est le même principe, et je pense que les mecs se connaissaient, ça devait être des milieux qui n'étaient pas aussi cloisonnés que ça dans les années 70. Excuse-moi, je peux répondre? Vas-y. En quoi? Parce que c'est dans la même période, on peut imaginer qu'il y a un lien, déjà. Enfin, là, pour le coup, c'est une preuve qui est quand même assez fallacieuse. D'autre part, je suis désolé, mais à mon avis, la psychanalyse est un peu plus complexe que là, ce que tu as dit, c'est vraiment la psychanalyse de comptoir, quoi. Dire la maladie, c'est une référence, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Après, je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais je trouve que pareil, c'est un argument hyper réducteur pour dire que ça les mêmes choses. Ouais, je suis d'accord que la psychanalyse est vraiment très très complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est exactement ce qu'évoquait Serge tout à l'heure. En fait, le problème de la psychanalyse, pourquoi une des raisons pour laquelle elle est irréfutable, c'est parce que tout le monde en a une définition différente. Personne, bref. En fait, on ne va pas rentrer dans un débat sur la psychanalyse. C'était juste pour dire, on ne peut pas considérer qu'ils sont mêlés parce que c'est dans la même époque. Et on ne peut pas juger une pratique à partir d'un seul mot qui serait mal... Moi, ce que je peux affirmer sur ce sujet-là, ce que je peux affirmer, c'est qu'ils apparaissent à peu près à la même période, dans les années 70. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument liés. Par contre, aujourd'hui, un grand nombre de gens qui utilisent la langue des oiseaux citent Jung et Lacan. Mais tu vois, même Jung et Lacan, ça ne veut pas dire qu'ils sont liés, ça ne veut pas dire qu'ils font de la psychanalyse ou quoi que ce soit. Là-dessus, moi, je ne me positionne pas du tout sur la psychanalyse, parce que c'est pas du tout mon sujet. Mais voilà. Moi j'avais deux questions, c'est rapide je pense. C'est pourquoi la langue des oiseaux? Pourquoi pas la langue sacrée? Et la deuxième question c'est du côté nationaliste en fait, justement le français est une langue sacrée. Est-ce que tu sais si dans d'autres pays, il y en a qui justement parlent de la langue des oiseaux mais avec leur propre mot de leur pays? Alors, pour la première question, pourquoi le mot langue des oiseaux? Parce que c'est lié à la mythologie. Fulcanelli se pose sur les travaux de Grasset d'Orsay en 1850, qui est un des pères de la mythologie française, donc analyse les mythes
français, sur le territoire français, qui sont typiques à la France. Et du coup, dans la mythologie, vous avez notamment plus ancienne les augures qui lisent les oiseaux dans le ciel, et les oiseaux sont connus pour avoir un langage, puisqu'on voit qu'ils se répondent, et qu'on ne peut pas comprendre, il y a donc quelque chose de caché. Donc c'est le nommer langue des oiseaux, c'est et poétique, romantique, et en même temps inspiré de ces mythes et de ces constatations qui sont très basiques. Deuxièmement, j'ai trouvé quelques occurrences de ça en anglais, mais ça s'appelle pas du tout la langue des oiseaux en fait, c'est un autre nom, je crois que c'est cabale hermétique ou cabale euphonique. Et en fait, c'est très copié sur l'hébreu. Ce que j'ai vu, c'est que la cabale hermétique et la cabale qui est vraiment sur l'analyse de l'hébreu et lui faire trouver des sens cachés par l'euphonie et par les différentes lettres, dont sont issues certaines méthodologies pour astuces pour la langue des oiseaux française. Souvent, les gens se contentent de ce qu'on faisait avec l'hébreu. Donc, on va le retrouver dans d'autres langues. Mais en France, moi, de ce que j'ai trouvé, en fait, les gars vont beaucoup plus loin, en fait. Maintenant, de dire que la langue française, c'est la langue franche, et donc c'est une langue sacrée et tout ça, c'est un raccourci. Je pense que les gars, ils sont passés à côté de toute l'histoire des langues qui existent sur Terre, quoi. Parce que tu as dû voir la conférence où Grimaud explique pourquoi ça s'appelle la langue des oiseaux. Parce qu'il y a toutes les voyelles de la langue française, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais il y a Poirot aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que Poirot, parce qu'il oublie à chaque fois le Y, qui est aussi une voyelle de la langue française. Et à ce moment-là, il y a le mot noyauté, qui a toutes les voyelles de la langue française. Parce qu'en fait, je le reprends. Grimaud dit que la langue des oiseaux, c'est la langue des oiseaux, parce que dans le mot oiseau, vous avez toutes les voyelles de la langue française, et du coup, vous pouvez tout expliquer. Un raccourci qui est extrêmement rapide, hein, c'est extrêmement circulaire, et en fait, c'est faux, parce que c'est pas le seul mot, vous avez toutes les voyelles de la langue française. Et déjà, il manque une voyelle, hein, il manque le Y. Encore une fois, il manque des trucs. Hein, donc, vous avez le mot noyauté, où dedans, vous avez tous les mots, toutes les voyelles. Donc, ça serait la langue des noyautés, ce serait marrant. Mais il y a encore d'autres trucs. Par exemple, si vous tapez anti-révolutionnaire, c'est aussi un mot qui a 2 fois toutes les voyelles, sauf le Y. Donc bon, je veux dire, moi j'ai une langue d'oiseau qui est plus forte, hein, c'est la langue anti-révolutionnaire. Donc, mais on peut faire exactement ce même truc. Et du coup, oui, quelqu'un qui me dit, ah mais Poirot alors, ah oui, d'accord. Et en fait, il utilise oiseau parce qu'il dit aussi que le mot oiseau, aucune des lettres ne se prononce comme elle devrait être écrite, pris une par une. Mais vous avez plein de mots français, c'est le cas de anchois aussi, où pris une par une, aucune des lettres ne se prononce comme elle devrait se prononcer à la fin. Donc on pourrait faire la langue des anchois aussi. Voilà, c'est vraiment c'est du cherry picking sur ah ouais, je vais faire ça et comme ça c'est ça, et à côté il passe à côté de tout le reste en fait. Moi, juste par rapport à la chimie, moi j'ai vu des trucs comme quoi ça représentait le concept du volatile. On a la chimie qui est un concept important, on ne peut pas développer là-dessus, donc c'est très inintéressant, n'est-ce pas? Oui, il y a ce côté volatile. En fait, la langue des oiseaux, aujourd'hui il y a des sites internet qui vous expliquent comment l'utiliser. Faites-y un tour parce que c'est très drôle. Et du coup, analyser, comme je vais montrer, il y a plein de sens, ils mettent plein de sens pour chacune des lettres, et dont le sens L avec s'envoler, volatile et tout ça. Et en fait, quand vous regardez, vous avez tellement de choix, c'est 26 x 5. Donc ça fait 5 puissance 26, vous avez beaucoup de solutions pour trouver et faire dire ce que vous voulez aux lettres de l'alphabet. Et ça c'est encore si vous utilisez que 5 lettres, donc c'est très puissant. Alors je vais faire une petite remarque déjà sur Grimaud et la psychanalyse. Grimaud est très en colère par rapport à la psychanalyse, donc si c'est un apôtre de la langue des oiseaux, je pense pas qu'il y ait lien, ou alors c'est un très mauvais apôtre. Ouais, alors pour revenir là-dessus, quand tu as vu, la personne d'avant Grimaud disait qu'il fallait arrêter de découper les mots n'importe comment, et de faire des trucs comme ça, ce que fait complètement Grimaud. Donc le premier se revendique plutôt alchimiste que Grimaud, mais Grimaud en fait, c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel en soi. Il est, non mais personnellement, pour avoir cherché sur internet, c'est un des gars qui va vraiment tout prendre, tout ce qui l'intéresse. Il est très multi-domaine, il va vraiment chercher partout des trucs qui l'intéressent. Aujourd'hui, même qu'il soit psychanalyste ou pas, en fait, lui, il s'en contrefiche. Du moment que ça valide ses thèses, il le prendra. Donc moi, franchement, sur la psychanalyse, je fais aucun lien là-dessus, je dis juste que, voilà, il y a un moment, les gens se revendiquent dedans, mais ça va pas plus que ça. Grimaud lui-même,
voilà, enfin, vous avez vu en 50 secondes ce qu'il a débité, c'est quand même beaucoup, hein. C'est sûr. L'autre truc, ça fonctionne beaucoup avec de la paronomase aussi, j'ai l'impression. C'est pas simplement de la découpage de mots, on prend simplement les sons et on les fait jouer entre eux comme des jeux de mots. C'est ce que je vous ai montré, enfin, il fait 10, puis il va chercher direct, divin, puis il oublie 9000 mots qui commencent avec 10 et qui peuvent dire totalement autre chose à son mot. Donc oui, c'est phonique, mais en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste associer un son avec un autre mot qui commence par le même son, et du coup ils vont lui faire perdre un truc. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est comme c'est du cherry picking. Ils vont prendre le mot qui vont orienter leur pensée ou qui va correspondre à leur pensée. Enfin, avec 9000 mots qui commencent par 10, je peux vous dire toutes les possibilités de syllabes. Là, en français, il y a à peu près 1,4 million de mots. Hein. Le Robert, c'est 60 000. Il n'y en a pas beaucoup dans le Robert. Du coup, ça fait beaucoup de choix. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, alors, que ce soit des mots scientifiques, des mots régionaux, des mots ésotériques, des mots classiques, courants. Enfin, vous avez vraiment du choix. Et quelqu'un là-bas, il n'y a pas l'ordre relevé par contre. Oui, il faut se rapprocher du parce qu'on n'a pas le temps de... Et ça va être la dernière question, sinon on n'aura pas le temps de faire la troisième partie de la soirée ensuite. Après, je peux discuter avec vous autour d'un verre. Ou deux, non, j'ai déjà fait un. Bonsoir. Parle bien dans le micro. Bonsoir, c'est par rapport aux questions quelqu'un de plus de moi. Il parle de l'ordre de l'oiseau à l'extérieur de la France. Ouais. Moi, d'abord, je m'excuse pour le nom français, c'est pas ma question en France. Sinon, je vais ajouter quelque chose. Ça existe dans l'extérieur de la France, mais c'est un peu différent, bien sûr. Et moi, je crois qu'il y a de vrai quelque chose dans les autres pays. Et c'est pas à cause de complot, c'est à cause de besoin des fois. Des fois, c'est de besoin. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, au Moyen-Orient, où je viens, pendant l'époque où la religion musulmane dominait, surtout au Moyen-Âge, et ben, ils ne donnent pas beaucoup de liberté à d'autres religions, surtout qui ne sont pas chrétiens et juifs, parce que les autres n'ont pas le droit. Et à l'islam, il faut persécuter tous les autres. C'était comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des autres groupes minoritaires. Ils disent qu'ils sont cachés comme musulmans, la vie ismaélite, tout ça. Et ils disent que nous sommes musulmans parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Beaucoup de musulmans, ils sont des complots, ils sont des hypocrites, et tout ça, ils sont des méchants. Mais c'est pas la vérité, quand vous ne laissez pas le droit des autres de dire ce qu'ils veulent en vérité, alors bien sûr ils vont cacher quelque chose. Et à cause de ça, ils ont développé quelques textes, parce que si les autres découvrent leur vrai texte, et ce sera catastrophique pour leur situation. Alors ils ont développé des textes sacrés, c'est très difficile à comprendre. Et vous dites le texte, c'est comme en arabe, c'est officiel, c'est la même chose. Vous comprenez quelque chose, mais eux ils comprennent d'autres choses. Des fois, il y a deux théories pour ça. Soit on change lettre par lettre. Par exemple, pour dire mot arabe, Mohammed, par exemple. Ça s'écrit Mohammed. Tous les arabes peuvent lire Mohammed, mais lui, il peut écrire par exemple Ali. Et de même chose. Ils savent ça. Ou soit on change un mot par un autre. Et c'est pas de complot de tout, c'est des fois du besoin. Parce que s'il va écrire son vrai texte, comme il n'a pas le choix, alors il a besoin d'utiliser ça. Je crois que dans le monde entier, peut-être on peut chercher ça. Mais surtout chez les minorités qui étaient persécutés pendant longtemps et il n'y avait pas le choix de dire librement ce qu'il veut dire. Oui, alors je suis d'accord, je vais remettre un contexte là-dessus. La langue des oiseaux aujourd'hui, à part Grimaud, les autres qui l'utilisent, alchimistes, ne sont pas contraints, ils ne sont pas pour un complot. Hein. Pour eux, il n'y a pas de complot particulier. Je ne crois pas en français. Voilà. Même en français, il n'y a pas forcément de complots qui sont associés à la langue des oiseaux. Mais ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle des langages cryptiques, c'est des langages cachés qui utilisent des règles dont, quand on a cette règle, on l'applique au texte et ça nous sort toujours le même texte. Oui. Le problème avec la langue des oiseaux, c'est autre chose. La langue des oiseaux, vous prenez le texte, et en fonction de la personne qui va utiliser les règles, vous allez avoir des différents à chaque fois. Et c'est différent pour chaque personne. Et c'est ça le problème de la langue des oiseaux. C'est pas une façon de relire un texte, parce que ça, des textes cachés, où on va changer une lettre, un anagramme et tout ça, on l'utilise partout. Gamins, enfin je sais pas, les scouts l'utilisent pour passer des messages cachés. Il y a plein de petites règles qui vous permettent de décaler l'alphabet, de trouver des textes cachés dans d'autres textes qui sont pas lisibles. Des jeux de mots comme ça, il y en a vraiment des centaines, et pas que en français, il y en a dans toutes les langues où les gens ont eu l'idée un jour de jouer avec leurs mots. Mais le principe de ça, que ça soit pour une nécessité, parce que c'est une minorité, ou par simple jeu, à chaque fois que vous utilisez la règle pour retranscrire le texte, le résultat est toujours identique. Oui, voilà. La langue des oiseaux, c'est pas le cas. Voilà. C'est ça que je veux montrer, c'est que le Grimaud va utiliser plein de trucs dans son sens, dans son délire, qui à chaque fois qu'il va réutiliser, quelqu'un va utiliser le mot géant d'une autre manière. Le type du début, je suis sûr qu'il analyse différemment.
Et à chaque fois que vous allez avoir quelqu'un, ça sera toujours une analyse différente. Parce qu'ils n'ont pas de méthode, c'est pas une règle, c'est ah ouais, pour moi c'est plutôt dire ça, et en fait les méthodes qu'ils ont mis à la base, hein, les astuces sont très vagues. Du coup tu peux leur faire dire tout ce que ton intuition va te demander. Donc tu vas surtout confirmer ton intuition, et évidemment on est tous différents, on a tous une intuition qui est différente, et du coup à chaque fois le résultat sera différent. Donc c'est pour ça. Mais je ne nie absolument pas les textes cachés, ces trucs. Je prends l'exemple en France, il y a ce qu'on appelle le loucher-bem, c'est l'argot des bouchers, des halles de Paris, où ils ont inventé des mots, ils ont une technique pour pour inventer des mots, et qui en fait sont des mots normaux. Loucher-bem, ça veut dire boucher. En fait, la première consonne, on le met à la fin du mot, et on met un L au début, et on finit par M. Et par exemple, on peut utiliser une lutin-pem, et bien en fait, le mot ça veut dire putain, c'est une prostituée en fait. Et comme ça, ils ont construit tout un vocabulaire pour ne pas se faire comprendre de leurs clients. Et on a des textes écrits en loucher-bem, on a l'analyse, et à chaque fois qu'on met cette ligne-là, on a toujours les mêmes résultats. On sait quel mot c'est issu et qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, ça existe partout, dans quasiment toutes les langues. Et ça, je suis d'accord, je n'en dis pas du tout, c'est une vraie réalité, et on a des preuves scientifiques, on a une vraie grille d'analyse. Là, on n'a rien du tout. Mais c'était très bien de le dire. Une dernière question. Non, on va arrêter, sinon on n'aura pas le temps de faire la troisième partie. Du coup, tu me la poseras. C'est pas une question, c'est une remarque. Oui. Il y a des gens qui parlent vraiment en sifflant. Oui, c'est des langues sifflées. Vous êtes vraiment des oiseaux pour le coup. Pas des oiseaux qui font la tronçonneuse. Des langues sifflées, il y en a dans les Pyrénées. On va faire une pause d'1 quart d'heure pour aller remplir les verres, si vous voulez boire ce que vous voulez. Et ensuite, on reprendra avec une troisième partie sur la divination. Yeah.